Depuis des mois, la grande plaine réclame au ciel sa part de pluie. Mais les nuages sont longtemps passés sans entendre cette plainte. Sécheresse exceptionnelle, chaleur et poussière. Enfin sont venues si tard cette année-là, les pluies qui rendent la vie. C'était en avril. Ici commence l'histoire. Une semaine de pluie et tout a reverdi sur les berges de la rivière Mara. Cette région s'appelle Masai Mara. S'il fallait choisir un seul endroit au monde pour évoquer le temps où notre planète était encore sauvage, ce serait celui-là. Pendant les saisons sèches, si dures soient-elles, le Masai Mara est la seule région où les herbivores aient quelque chance de trouver de l'eau. Ils y sont alors nombreux. Pendant les saisons humides, ils migrent vers la plaine de Serengeti, dont les réserves d'eau et d'herbe se sont reconstituées. Cette année, les temps sont durs pour les carnivores. La sécheresse a dispersé ou tué beaucoup de leurs proies, alors on joue pour oublier sa faim. Ça n'est pas difficile quand on a 8 mois. La mère des jeunes guépards s'appelle Duma, ce qui signifie guépard en swahili. Pendant que ses fils jouent, Duma a repéré une possibilité de repas. Le déjeuner se nomme gazelle de Grant, mais Duma sait que rien n'est acquis. Il lui faudra approcher sans se faire repérer. À moins de 50 mètres de la proie, elle attaquera. Elle accélérera jusqu'à plus de 90 km à l'heure. Mais Duma est une sprinteuse qui s'essouffle si la course dure. Il faut tuer vite ou renoncer à déjeuner. La gazelle s'aperçoit qu'on l'observe. Elle s'avance afin d'identifier le danger. Pour Duma, c'est une occasion à ne pas manquer. Elle déclenche l'attaque. Les enfants de Duma se sont précipités à peine la proie tuée. Leur mère, elle, est épuisée par l'effort. Son cœur lui martèle la poitrine. Le festin commence. Duma reste vigilante. Elle craint que d'autres prédateurs, profitant de son épuisement, ne viennent lui ravir sa proie. Bientôt, d'autres convives viendront à la table des seigneurs pour y glaner des miettes. Les vautours se rassemblent. Ce sont des vautours africains communs, ou gypses. Un marabout s'est joint à eux. Ils attendront le temps qu'il faudra. Pourtant, Duma n'apprécie pas que ces importuns l'empêchent de terminer tranquillement son repas. Ce geste de la patte n'est pas ambigu. Il serait inconvenant et risqué de venir quémander plus près. Les vautours guignent la nourriture qui les attend. Ils apprécieraient que Duma et ses fils ne leur laissent pas que des os à ronger. Ils s'approchent, contemplent comme des mendiants ces riches qui mangent à la meilleure table.
Cette fois, c'en est trop. La famille Guépard fait respecter son droit à dévorer le monde sans être dérangé. Et quand on a 8 mois, cela devient un nouveau jeu. On a déjà le pouvoir. On prend plaisir à le montrer. La journée avance et la faim s'est éteinte. Il est temps de partir. Douma et ses fils ne se retourneront pas vers cette carcasse qu'ils laissent aux clients suivants. Vautour et marabout se disputent chaque bout de gras, de peau ou de tendon. Le bec du vautour africain est pourvu de bords tranchants. Sa tête s'introduit jusque dans les viscères. Sa langue est couverte comme une râpe de petites aspérités qui ramènent vers le gosier les moindres fragments de chair. Le vautour est une véritable machine à nettoyer les carcasses. La technique du marabout est plus fruste. Dominé en nombre et en férocité par les vautours, il se contente de rester à l'écart et de chaparder ça et là quelques morceaux de viande. Le marabout est un brigand de second rang. L'égalité des chances n'existe pas chez les vautours. L'un d'eux, le vautour orikou, arrive souvent après les autres. En effet, sa corpulence, c'est le plus grand des vautours d'Afrique, fait dépendre son vol des courants thermiques. Le vautour orikou est un avion mal profilé. Et pourtant, dès qu'apparaît sa tête rose et chauve, les vautours communs disent adieu à la tranquillité. Le vautour orikou leur impose sa domination. Il mangera seul, tenant ses vassaux à l'écart. Seul, ou presque, car sa femelle ne tarde jamais à le rejoindre. Le vautour orikou est le seul dont le bec soit assez puissant pour entailler le cuir d'une carcasse que d'autres carnassiers n'auraient pas déjà ouverte. Il est l'un des anges noirs du ciel africain. L'instinct des vautours leur dit qu'ils doivent profiter de leur repas avant que d'autres, qui ne peuvent voler, arrivent sur les lieux. C'est pourquoi ils sont capables, en quelques minutes, d'absorber 1,5 kg de nourriture. La hyène, par exemple, est toujours prompte à leur disputer les carcasses. Même si, contrairement à ce que l'on croit, elle préfère chasser, la hyène ne dédaigne pas par les temps qui courent une si belle charogne. Éloignée de sa troupe, celle-ci, une hyène tachetée, se montre lâche et poltronne, en somme conforme à l'image qu'on se fait d'elle. Nous verrons plus tard qu'elle n'adopte pas toujours ce profil. Non loin de là, un éléphanteau de 8 mois poursuit son apprentissage de la savane. Il voudrait dépasser sa mère. Elle saura lui faire comprendre qu'on ne doit pas aller plus vite que la musique. C'est décidé, nous l'appellerons Araka, qui veut dire plus vite. L'éléphante se nommera Temba. Le groupe auquel appartiennent Temba et son bébé est constitué de femelles et de jeunes éléphants. La plus vieille éléphante le dirige. Les mâles vivent de leur côté, regroupés ou solitaires. Pour les éléphants du groupe, cette herbe qui a poussé en quelques jours est une invitation au bonheur. Le soleil est toujours là, sauf pendant les 2 ou 3 heures que durent les pluies chaque jour.
Il faut s'en protéger comme des parasites, par des douches de poussière ou des bains de boue qui cuirassent la peau. Le petit Araka a déjà connu ses premiers bains de boue, mais le souvenir qu'il en a est presque aussi vieux que lui. Alors tant de volupté et de lumière jointes à la fraîcheur des herbes font de ce jour le plus beau de sa vie, un véritable jour d'ivresse. Araka n'est pas le seul jeune de la troupe. D'autres, pourtant encore allaités par leur mère, exercent leur trompe pour le jour où il leur faudra à leur tour manger de l'herbe. Le moment est venu pour une partie de cache-cache entre frères et cousins. Existe-t-il de meilleures cachettes quand on est un éléphant que derrière un arbre ? Il ne manque plus au bonheur d'Araka qu'un peu de lait. Ce riche lait d'éléphant qui aide à grandir de futurs rois de 5 tonnes. C'est l'heure de la tétée. Mais l'éléphante est rétive. Elle repousse le bébé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Araka comprend enfin son erreur. Il s'est trompé de maman. Ses oreilles plaquées contre le corps et ce dos courbé sont une attitude de soumission. Et il retourne vers Temba, sa vraie maman. Sur son chemin, la troupe des éléphants croisera peut-être ce drôle d'oiseau monté sur ressort. La veuve de Jackson. Il fait des bonds de plus de 60 centimètres. C'est le temps des amours. Il s'agit à la fois de parader et d'aplanir les herbes, là où sera bâti le nid. Voici Simba la lionne. Elle fait partie d'un clan dont Temba, Araka et les autres éléphants doivent traverser le territoire. Normalement, la traversée, voire la coexistence, se fait sans heurts.
Un jeune éléphant de 3 ou 4 ans a décidé de se mesurer au lion. Il se livre à une démonstration de force. Simba la lionne est blessée. Sa dernière chasse a mal tourné. Un buffle d'un coup de sabot lui a cassé la patte. Nul ne peut dire si sa blessure, qui désormais l'empêchera de chasser, lui sera fatale. Simba la lionne souffre et cherche, parfois en vain, le réconfort de ses parentes. Dans un groupe de lions, presque toutes les lionnes sont apparentées, et le lien qui les unit entre elles est le plus fort. Une autre lionne a eu la peau de la queue arrachée dans une querelle avec un mâle. La blessure n'est pas bien grave. Dans quelques jours, si aucune infection ne vient s'y glisser, elle sera cicatrisée. Ces lionnes blessées, recrues de fatigue et brisées par la faim, ressemblent à des vétérans couverts de cicatrices qui reviennent d'une guerre perdue. Elle, c'est à la chasse, qui est pourtant plus que celle des lions leur affaire, qu'elles ont échoué et perdu leur grade. Chacune d'elles allaite plusieurs bébés. Il leur faut donc reprendre des forces et revenir, tout orgueil ravalé, vers la carcasse d'un buffle tué la veille et déjà entamé. Quelque part dans les collines, une mère et une fille se reposent. Marie, la mère, est un rhinocéros noir d'environ 25 ans. Sa fille, Eronco, qui a 2 ans, gémit près d'elle. Marie reste indifférente aux appels qui lui sont lancés. Marie prend le chemin du point d'eau. Elle s'abreuve. Puis elle se baignera, ignorant toujours les pleurs d'Eronco. Eronco abandonne la partie. Depuis quelques jours, sa mère est insondable, fuyante, irascible. Elle se contente de venir près de sa mère, profiter de la fraîcheur de l'eau.
Elle ignore qu'en son flanc, Marie ressent une sensation mystérieuse qui la distrait de tout et qui s'appelle la vie. Que la carcasse de buffle soit peut-être déjà faisandée n'empêche guère les lionceaux de faire ripaille. Leurs mères leur ont fait connaître la chasse quand ils avaient 2 mois. Ils ont découvert plus tard le goût du sang. À 8 mois, ils ont été sevrés. À 1 an et demi, ils seront capables de pourvoir à leurs propres besoins. Autour de la carcasse, ils évitent d'empiéter sur la part des lions. Ceux-ci, bien que les proies soient généralement tuées par les lionnes, ont la priorité. Et ils pourraient, d'un coup de patte, tuer un lionceau dont les crocs s'aventureraient trop loin. Certains lionceaux plus jeunes et préférant le lait à la viande appellent leur mère par ce cri caractéristique, ou trouvent plaisant, pendant que leurs aînés mangent, de marcher sur les assiettes. On a calculé qu'un lion doit copuler 3000 fois en moyenne pour donner naissance à un lionceau qui survivra à sa première année. Le lion repère d'abord une femelle réceptive. Il l'accompagne. Au début, la lionne marivaude. Elle fait mine d'éconduire le prétendant, elle change de chemin. Il la suit. Elle accepte enfin ses avances en frottant sa tête contre la sienne, mais aussitôt soufflant le chaud et le froid, le rabroue. Enfin, l'accouplement se produit. Il est accompagné de puissants ronronnements. Quand tout est fini, la lionne se retourne vers le mâle et lui montre par une démonstration rituelle d'agressivité son dépit d'avoir été séduite. Pendant ce temps, ce sont des jeux de leur âge que pratiquent les lionceaux. On joue à mesurer sa force. On s'exerce à l'équilibre.
On découvre le sens de la fraternité. Et on apprend la botanique. Cloudy skies can fade away, or depend on the weather. C'est l'heure de la tétée. Mais il faut d'abord bien poliment frotter sa tête contre celle de maman. Ce geste, on pourrait dire cette cérémonie, est l'un des modes de communication les plus importants pour les lions. Une manière de reconnaître sa dépendance ou de s'admettre l'un l'autre comme membres du même clan. Simba la lionne souffre de sa blessure, mais elle endure avec vaillance la violence involontaire des lionceaux qui torturent sa mamelle. Mère courage. Ce qui attache Araka à sa mère Temba n'est pas seulement un lien de dépendance alimentaire. Leur relation est au contraire très profonde et pourra durer 50 ans. Il en est ainsi chez les éléphants qui forment la plus solidaire des sociétés animales. Même lorsque Temba est occupée par son propre repas, elle passe 16 heures par jour à brouter, elle ne perd jamais de vue son bébé. Tant qu'il n'aura pas dépassé 2 ans, âge auquel il cessera de téter, Araka ne pourra jamais s'éloigner d'elle de plus de 20 mètres. Mais que de merveilleuses explorations on peut imaginer dans ce périmètre. Araka découvre avec passion son environnement, ainsi que les prouesses physiques qu'on peut y accomplir. La grande plaine de Masai Mara est peuplée de nombreuses espèces d'antilopes. Le damalisque est l'une des antilopes les plus caractéristiques du Masai Mara.
Un groupe de damalisques est constitué d'un harem, de quelques jeunes mâles et d'un chef de troupeau. En cette saison, celui-ci doit essuyer les défis rituels de quelques arrogants qu'il convient de remettre à leur place. Le mâle dominant pratique cet exercice de style avec un certain panache. Un premier combattant se présente. L'adversaire est plus coriace que prévu. Il met le héros en difficulté. Il lui faut se reprendre. Voilà qui est fait. « 1.0 » Deuxième défi. La victoire était trop facile. Les adversaires sérieux viennent à manquer. Cette fois, l'ennemi arrive en traître. Dans un instant, brutalement, le pouvoir va changer de camp, et la parade du nouveau roi se terminera par les signes de la souveraineté, la queue relevée et le pas cadencé. Non loin de ces joutes s'est rassemblé un troupeau de buffles, à moitié décimés par la sécheresse. Parmi eux, un animal à bout de souffle n'a survécu que pour voir pousser en quelques jours une herbe à laquelle il n'a même plus la force de toucher. Le drame qui va se nouer met en scène le buffle, le clan des hyènes et des visiteurs qu'on n'attendait pas. Les hyènes se regroupent, elles se déploient en éventail selon une tactique éprouvée. Terrible face à face du prédateur et d'une proie qui a déjà renoncé à toute volonté de vivre. La hyène tachetée que nous avons vue en d'autres circonstances, si couarde dans le rôle du charognard de service, s'est changée en chasseresse. Elle dirige la manœuvre et déclenche l'attaque. C'est ainsi souvent que les hyènes s'en prennent à leur proie, à coups de crocs dans les flancs et le bas-ventre,
Ici, tandis qu'arrive l'un de nos visiteurs inattendus, le buffle accueillera sa propre faim comme une délivrance. L'excitation de la meute est à son comble. Ce qui va suivre est une scène exceptionnelle. Les hyènes et les lions se haïssent. En effet, les premières ne dédaignent pas de dévorer des lionceaux nouveau-nés. Mais les lions ont souffert du manque de proie et ne refuseraient pas un morceau de ce buffle, fraîchement tué. Les hyènes sont très supérieures en nombre. Les lions s'approchent avec prudence et presque imperceptiblement. Quelques hyènes ont compris qu'une situation explosive vient de se créer. Leur ennemi héréditaire continue sa progression. Et c'est ici que se produit l'incroyable. Nécessité faisant loi, hyènes et lions partageront le même repas. La force des premières, numérique, et celle des seconds, physique, se neutralisent. Une frontière immatérielle passe au milieu de la carcasse. Les lions sont attablés d'un côté et les hyènes de l'autre. Mais attention, au-delà de cette ligne de partage, la sécurité des consommateurs n'est plus assurée. Marie, le rhinocéros noir, a chassé Ronco, sa fille de 2 ans qui devra désormais vivre indépendante. Marie a donné naissance à un bébé, aujourd'hui âgé de 10 jours seulement. Le bébé de Marie passera les 2 premiers mois de sa vie dans des buissons épais, où il sera plus facile à sa mère de le protéger des prédateurs. Pourtant, bébé rhino qui se noie dans les hautes herbes n'a pas encore de cornes.
Hyènes et lions ont quitté la carcasse. Les équipes de nettoyage de la savane se mettent en action. L'énergie qui restait à un buffle malade et affaibli a été recyclée au profit de ses prédateurs. Charognards, mouches et insectes. Rendons à la nature une carcasse propre comme un rayon de lune. Les enfants de Douma ont à présent 9 mois. Il est temps pour la guéparde de leur enseigner la chasse. Douma se met à l'affût des proies qui serviront pour la démonstration. Cette gazelle de Thompson, un peu effarouchée, fera l'affaire. Première leçon. Comment maintenir sa visibilité dans les hautes herbes. Suite des travaux pratiques. Les deux jeunes guépards se prennent au jeu. Ils seront bientôt prêts. Le grand moment est arrivé. Tout est en place pour le scénario immémorial de cette tragédie qui se joue 1000 fois par jour dans la savane. La victime, une gazelle de Thompson adulte, se prépare à jouer le rôle auquel la nature l'a destinée. Aujourd'hui, Douma chassera avec ses enfants. La nature nous offre ici un raccourci saisissant. À quelques centaines de mètres de là, une naissance se prépare. La vie et la mort, comme au théâtre, en un seul lieu, en un seul temps.
Le bébé qui vient de naître est un impala, l'une des gazelles les plus répandues au Masai Mara. Il ne dispose que de quelques instants pour découvrir le monde, apprendre l'équilibre et trouver le chemin de la mamelle. Spectacle rare. Une lionne appartenant au clan de Simba explore l'arbre sur lequel elle s'est juchée. S'est-elle prise un instant pour une panthère que n'effraierait pas ce genre d'acrobatie? Des mères ardentes et des bébés fragiles, de la tendresse et de la férocité, des animaux en liberté qui ne dépendent que les uns des autres. C'était en avril, au temps des premières herbes, quelque part en Afrique, avant la fin d'un siècle. Une journée s'achève. Dans le Masai Mara, vivre est à la fois un art et une technique. On y éprouve dans toute sa rigueur la dureté du sort. Vivre en péril permanent. Mais du moins, vivre. Encore.
Voici quelques semaines, en quelques heures de pluie, est venu pour la plaine le temps de renaître. Le temps pour Araka l'éléphanteau de découvrir la vie. Le temps pour Simba la lionne avec sa patte cassée de souffrir et d'aimer. Marie le rhinocéros noir a donné naissance à un bébé qu'elle doit guider dans la savane. Pour la première fois, les enfants de Douma la guéparde ont appris à chasser avec leur mère. Non loin de là est né Kenny, le bébé impala. C'était en avril au Kenya, au temps des premières pluies. Kenny, le bébé qui vient de naître, observe ce monde où il lui faudra essayer de vivre. Deux jours se sont écoulés depuis la naissance, il est temps de revenir au troupeau. C'est la vraie vie qui commence. Kenny passera dans le troupeau quelques semaines avec d'autres nouveau-nés, comme dans une crèche. Bien vite, le lien maternel se dissoudra et le jeune impala oubliera le miracle de ses premières heures. Au même moment, d'autres bébés sont nés. Une mère cob allaite son enfant. Et l'éléphant qui passe, l'oreille ornée des traces d'un combat ancien, contemple ce spectacle déjà 1000 fois vu. Dans la savane, le cycle de la vie tourne plus vite pour les uns et pour les autres. 3 fois par jour, pendant 5 minutes, la mère lèche le derrière du bébé. De cette manière, elle excite les nerfs de l'anus. Ce comportement stimulera le circuit intestinal et amorcera l'évacuation des excréments. Dans le petit matin, un regard se lève du fond d'un terrier creusé sous une termitière. Un peu plus loin, une autre mère allaite. Elle y prend du plaisir. Pour cette jeune hyène, cependant, le temps n'est pas encore venu d'aller téter à son tour. Le soleil ne chauffe pas assez et la tiédeur du terrier est si confortable. Un importun que son rang hiérarchique autorise à quelques goujateries vient déranger la mère. Le repas du bébé s'interrompt. Il lui faut s'éloigner et retrouver son frère près du terrier familial. Le repas reprendra bientôt, et aussi les vies sociales, sans laquelle, lorsqu'on est hyène, on ne saurait vivre. Un corps à corps, un bouche à bouche, un affrontement simulé, tout est bon entre la mère et ses enfants pour retrouver le contact charnel des origines. Et l'on s'enfonce dans les profondeurs de la terre, où tout a commencé. C'est une journée de confiance qui commence pour chacun. La vie foisonne. Sous le pied de l'autruche, l'herbe est abondante, et les autruchons nouveau-nés se figurent que la vie est comme elle, si verte, si tendre. Les troupeaux de buffles ont été durement éprouvés par la sécheresse qui a précédé les pluies. Le bébé né cette nuit n'a pas connu une gestation harmonieuse. De la pointe de sa corne, la mère tente de le stimuler. Mais le jeune animal reste prostré, fatigué, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien fait de naître. Seul l'oiseau pique-bœuf qui vient juste dans son oreille grignoter un résidu de placenta parvient à distraire l'enfant buffle. Lorsqu'un animal apparaît affaibli, les prédateurs ne sont jamais loin. Une lionne s'avance.
Les buffles la contemplent. La lionne n'est pas seule. Les uns et les autres s'observent. Ils s'évaluent. L'union des buffles fait leur force. Groupés et immobiles, la parure de leurs cornes en avant, ils forment un mur sombre que des lions affaiblis ne pourraient percer sans dommage. Désarroi dans les rangs adverses. Le bébé buffle est assurément vulnérable, mais pour une si petite proie, doit-on risquer de se faire encorner? Une lionne le croit, elle s'avance, et piteuse renonce à son assaut lorsqu'elle entend un cri qui retentit près d'elle. À leur manière faite de sons et de frottements, les lions se concertent. Là où une lionne a échoué, un autre réussira peut-être. Le bébé buffle ne paie pas de mine et bien que son père près de lui soit puissamment bâti, la lionne se prépare à attaquer, avec lenteur, avec prudence. Pour le bébé buffle, le salut vient de la mare salée, sous la forme d'un hippopotame mâle nommé Malenko. Les lions s'enfuient. La lionne reste un instant, mais elle sait que Malenko ne déviera pas son chemin d'un centimètre. Dût-il la piétiner? Sale journée pour les lions. La rivière Mara, qui arrose tout le Masai Mara avant de traverser la Tanzanie et de se jeter dans le lac Victoria, charrie des eaux abondantes. Au creux du Nance, le peuple des hippopotames a trouvé un port d'attache. Ils ont brouté toute la nuit, engouffrant chacun plus de 100 kilos d'herbe. Leur peau est si sensible à la déshydratation qu'ils passeront toute la journée dans l'eau. Leur morphologie est magnifiquement adaptée à la vie aquatique. Le nez, les yeux et les oreilles sont situés au sommet de la tête, ce qui permet à l'animal d'observer ce qui se passe au-dessus de la surface. Un clapet lui permet d'obturer ses oreilles. Quant au bruit de soufflet qu'il émet, il correspond à sa respiration lorsqu'il sort le nez de l'eau, où il peut rester immergé plus de 5 minutes. Malenko, venant de la mare, se prépare à rejoindre son groupe. Malenko est moins grégaire que les hippopotames ordinaires. C'est un indépendant, un paisible, qui n'aime pas que la foule ou les importuns troublent sa tranquillité. Les combats rituels que se livrent les jeunes mâles du troupeau l'ennuient. Il attendra que les démonstrations de force soient achevées pour se glisser dans l'eau. Avec précaution, Malenko s'avance sur les rochers mouillés. Le calme est revenu. L'eau est fraîche, boueuse à souhait, et l'on s'y plonge avec volupté. 10 cm de graisse sous la peau font de l'hippopotame un animal amphibie qui flotte quand il en a envie et s'enfonce quand il le décide. Un peu plus loin, un crocodile du Nil se hisse pesamment vers l'amont de la rivière. Malenko et lui se rencontreront peut-être de nouveau. Sait-on jamais qui l'on croise dans la savane, ni qui on reverra. Malenko se plonge dans l'eau. Une femelle l'attend. Elle est en période de réceptivité. Normalement, c'est le mâle qui devrait la poursuivre de ses assiduités. Le placide Malenko n'a pas de chance
Elle se précipite sur lui. Il reste de glace. La femelle, très excitée, lui présente son postérieur. Indifférence de Malenko. La délaissée se retourne pour tenter de comprendre. Il s'observe. Humiliée de n'avoir provoqué aucun effet, elle s'énerve et vient vers lui. Une joute s'ensuit. Normalement, ce ballet nautique fait partie des préliminaires amoureux. Mais Malenko, décidément, n'y tient pas. La femelle ne peut en supporter davantage. Elle abandonne le terrain et rejoint son groupe, en aval. Là, un mâle mieux disposé que Malenko consentira peut-être à prendre soin d'elle. Malenko, lui, aspire à un peu de repos. Il remonte la rivière pour s'isoler. Pendant ce temps, à 5 mètres de hauteur, une girafe observe le monde. Ces taches irrégulières font d'elle une girafe Maasai. Elle porte le nom des hommes qui vivent aux lisières de cette plaine. Elle porte le nom de ce pays. Elle en est la parure et le symbole. Ici aussi, un bébé est né, gardant encore au ventre le dernier vestige des temps utérin. Il restera pendant longtemps inséparable de sa mère. Les groupes de girafes se fondent et se défont au gré des circonstances et des voyages dans la plaine. Parfois, un jeune mâle nouveau venu vient défier un membre du groupe. Ils s'affrontent alors en un ballet parfois gracieux, parfois violent. Le but est de faire mal, tout en gardant soi-même la tête le plus haut possible. 7 vertèbres seulement pour un si long coup. Mais on emploie les mouvoir une force insoupçonnable. Ainsi, petit girafon défiera-t-il ses rivaux plus tard, sorti de l'enfance, quand sa tête se sera portée vers le ciel, encore plus haut. Dans ce groupe, voici Ngaya, la grande girafe à la peau ulcérée de blessures et à la queue coupée. Elle ne semble pas souffrir, pourtant tout son corps, depuis quelques jours, se corrompt, s'abîme. Eczéma ou cancer, dans la savane, le moindre affaiblissement peut devenir fatal. Des oiseaux pique-bœufs font sur son corps leur office de dévastateurs de parasites.
de nettoyeurs de blessures. Ils vont débusquer le pus dans la profondeur des plaies, désinfectent, évacuent les croûtes, assainissent, sans trêve. Et Ngaïa, qui peut-être leur devra son salut, s'éloigne dans une nuée d'oiseaux affairés à la soigner. Dans la plaine du Masai Mara, Douma et ses enfants cherchent une proie. Mais les deux jeunes guépards, encore inexpérimentés, ne savent pas comment combler la faim qui les tenaille. Quand un guépard avance, c'est un peu de terreur qui marche avec lui. Cette peur, on en ignore souvent les raisons, sauf quand on l'a vu tuer et dévorer devant soi un congénère. Elle vient du plus profond de cette mémoire des âges disparus qui s'appelle l'instinct. Elle est impérieuse et se traduit en un mot: fuir. Enfin, la chasse commence. Manqué. Le guépard est un sprinter qui s'épuise s'il est fort dur. La proie a su gagner les quelques secondes qu'il lui fallait pour survivre. Pour Douma et ses enfants, ce n'est que partie remise. Mais les proies ont déserté le terrain de chasse. Il faudra donc marcher plus loin. Enfin, après une demi-heure de marche au détour d'une colline, les guépards découvrent ce que c'est que l'abondance. Devant eux pèsent des kobs, des impalas, des gazelles de Thompson. Tel un chien de berger, une jeune gazelle de Thompson mâle rassemble son troupeau vers le centre de son territoire. Sa méthode, le coup de pied. Un coup de pied répétitif, sec et nerveux. En même temps qu'il cherche à les discipliner, ses femelles l'attirent. Il tend sa narine vers leur croupe et hume l'air au-dessus de lui. Et toujours, administre ses coups de pied, qui excitent le harem. Le troupeau s'est enfin regroupé et assagi. Le mâle peut alors s'éloigner quelques instants, le temps de vérifier qu'aucun envahisseur n'a violé les frontières de son territoire. Une journée ordinaire s'écoule. Le soleil brûle. C'est l'heure à laquelle les éléphants recherchent l'ombre des arbres.
Ils en profitent pour se nourrir d'écorces et de branches, dévastant des bosquets entiers. Le temps passé sous les arbres est aussi employé à se déparasiter, à se débarrasser des tiques et autres passagers clandestins. À Raqqa, le jeune éléphant découvre pour la première fois le joli mois de mai. Tout près de sa mère, il explore toujours le monde et emmagasine les connaissances dont il aura besoin toute sa vie. Comment casser une branche? Comment vérifier la propreté avant de la manger? Comment trouver de l'eau quand la chaleur est si forte? Le seigneur du fleuve, lui, ne craint pas les rayons du soleil. Au contraire, il les recherche. Il les accumule, il en nourrit son corps et son cuir. C'est ainsi qu'après un long moment, son sang-froid ne le sera plus tout à fait. Un jeune éléphant mâle, solitaire, se baigne dans les eaux de la rivière. La situation est dangereuse, assurément, mais le crocodile est repu. Il n'interrompra pas la félicité du pachyderme. Chacun à sa mesure, chacun à sa manière, la chaleur est si forte que tous les animaux aspirent à la fraîcheur d'un bon bain. La hyène trouve son bonheur dans une mare boueuse où elle lave sur son corps les traces d'un festin. Mais l'eau amollit les réflexes et quelques prédateurs pourraient se trouver attirés par les plaisirs que l'on a soi-même recherchés. Que l'on soit éléphant ou hyène, il est temps de s'éloigner, d'affronter encore la brûlure de mai. Si posé sur sa berge comme une souche, le crocodile demeure inoffensif, c'est qu'entre-temps il a découvert le cadavre d'un hippopotame mâle qui se nommait Malenko. Le garde-manger est désormais bien garni à proximité du grand saurien. La chaleur amollit les uns et excite les autres. Deux jeunes éléphants mâles se sont rencontrés. Par son âge, sa stature et sa maîtrise de lui-même, celui de droite est l'animal dominant. L'éléphant de gauche a décidé de le défier. Le rituel n'est que rarement mortel. Il s'agit plutôt ici pour l'éléphant de droite de réaffirmer sa domination en gardant de la hauteur, dans le sens propre du terme. Lors d'un tel combat, celui qui aura gardé la tête et les défenses le plus haut possible l'emportera. Chacun des adversaires utilise donc sa trompe et ses défenses pour obliger l'autre à abaisser sa garde. De ce combat-là, l'animal dominant sortira renforcé dans sa suprématie. Et son adversaire devra attendre un jour meilleur. Dans la région que l'on nomme Talek règnent deux guépards mâles. Ils sont frères. Ils se préparent à la chasse en s'offrant un sommeil réparateur sous un nid de tisserand. Les oiseaux s'activent.
artisan inlassable et méticuleux. En quelques heures, le nid sera construit et prêt à recevoir les œufs. Les pépillements des oiseaux ne gênent guère les princes de Talek. Pourtant, les heures les plus chaudes, consacrées au sommeil, sont passées. On s'étire, on se roule sur le sol. Autant de prémices au réveil, à la chasse, et peut-être au banquet. Les gnous sont les fantassins de la savane. Ils contribuent largement à la chaîne alimentaire des grands prédateurs africains. En cette saison, la grande majorité des gnous se trouve du côté tanzanien, dans la plaine de Serengeti. Ils reviendront au Kenya dans 2 mois, lors de la migration la plus spectaculaire du monde. Mais quelques individus sont restés à Masai Mara. Les guépards de Talek ont repéré les gnous. L'un d'eux s'élance, faisant fuir le troupeau. La suite se déroule dans une grande confusion. Le premier guépard hésite sur le choix de sa proie, change de direction, perd son souffle. Le deuxième guépard vient lui prêter main forte, mais trop tard. Les gnous se sont enfuis. Dans la panique, le troupeau de gnous fait malencontreusement demi-tour, revenant vers 2 lionnes qui se joignent à la chasse. Les gnous s'éloignent dans une autre direction. C'est alors qu'alertés par tant d'agitation, des hyènes se précipitent. Le sabot des gnous peut frapper fort. L'une des hyènes ne s'en sortira pas sans une côte cassée. Ici va alors commencer une extraordinaire histoire de courage et de solidarité. L'un des guépards s'élance vers les gnous, animaux réputés lâches et stupides. Il néglige une première proie, puis une deuxième. Finalement, il choisit le gnou le plus courageux que l'on ait peut-être jamais connu dans la savane. Le gnou se débat et refuse de mourir. La tâche du guépard est si compliquée que son frère se porte à son secours. Alors, situation exceptionnelle, un deuxième gnou vient défendre son propre congénère et parvient, le temps d'un dernier sursaut d'espoir, à le libérer. Mais les guépards de Talek sont des tueurs expérimentés qui ne laisseront pas leur proie s'enfuir. Incroyable corps à corps, le destin du gnou est consommé. À travers la plaine, une girafe mâle a longtemps cherché une femelle, en état de l'accueillir avec bienveillance. Aujourd'hui, il croit l'avoir trouvée. Il connaît l'odeur de son urine et pense y avoir détecté les signes qui identifient la girafe en attente. Il se livre à une parade amoureuse qui consiste à la suivre interminablement, et puis à se livrer à une longue marche flanc contre flanc, coup contre coup. La femelle ne le repousse pas. Enfin, le mâle se met en état de la satisfaire. Mais la femelle n'est pas aussi enthousiaste qu'on aurait pu le croire. Il faut prolonger les préliminaires.
Malgré tous ses efforts, le grand mâle sera bien déçu et devra chercher ailleurs une femelle mieux disposée à son égard. Chaque jour, les lourds nuages chargés d'eau viennent rappeler que s'il ne pleut pas en permanence, ce n'en est pas moins la saison des pluies. Alors dans le fracas du ciel qui gronde, les animaux de la Grande Plaine se préparent à 2 heures de trombe. À 2 heures de bonheur immobile. Pour Temba et sa famille, cette pluie est une véritable bénédiction. Les éléphants profitent de cette eau pour s'offrir des bains de boue sans précédent. L'un des 2 guépards de Talek a perdu son frère sous les trompes d'eau. Ils se retrouveront bientôt. Asséchée si longtemps, la terre se gorge d'eau, comme s'il lui fallait tout avaler de peur que la sécheresse ne revienne. Les animaux reviennent peu à peu à leurs occupations habituelles, sachant que l'eau fera encore davantage éclore la vie tout autour d'eux. La rivière enfle, déborde, devient tumulte et bouillonnement. Sous la pluie qui libère erre le discret léopard, que l'on devrait appeler panthère. Ici au Masai Mara, le léopard ne se montre que rarement. Il est probablement le plus secret, le plus effarouché des animaux de la savane kenyane. Il repartira comme il est arrivé, en glissant sur l'herbe, comme un fantôme.
Autour d'une carcasse de buffle s'est regroupé le clan des lions, celui à qui appartiennent Simba et ses enfants. Simba, la lionne courageuse qui lutte pour survivre malgré sa patte brisée. Aujourd'hui, un lion s'est fait arracher la peau du flanc dans un combat contre un mâle d'un clan adverse. Il en est resté affaibli. Il lui faudra regarder manger les autres lions avant de se risquer à passer à table. Au festin nocturne participent tous les membres du clan. Chacun se nourrit dans le respect des hiérarchies et des priorités, selon sa faim et selon son rang, et même à celui qui reste à l'écart. Un lion ira offrir un frottement de son corps comme pour lui dire « Tu es malade, blessé et humilié, mais tu restes des nôtres. » Alors l'animal blessé contemplera sa famille en léchant ses plaies. Il verra ses frères et ses cousins rugir, s'ébattre, et arracher à la carcasse qui gît en même temps que chaque bout de viande un morceau de vie en plus. Mais Simba la lionne, elle a perdu sa belle apparence des jours anciens. Son flanc est creux, sa patte cassée ne guérit pas, et Simba ne parvient plus à la carcasse qu'épuisée. Bien que les autres lions lui laissent libre accès, elle n'a plus la force de prélever assez de viande pour se nourrir et continuer d'allaiter ses enfants. Alors elle aussi, parfois, se prend à se contenter de regarder les autres faire ripaille. Lorsque le jour se lève, des fleurs sont là, que le jour d'avant n'avait pas su faire éclore. La plaine est encore plus verte, encore plus tendre, sous le nouveau soleil. Chez les babouins, au sommet de cet escarpement, la journée commencera comme il se doit, par un épouillage mutuel et général. Les règles sont strictes. L'inférieur épouille le supérieur, qui ensuite seulement condescendra à épouiller son vassal. De même, le jeune épouille le vieux. La femelle épouille le mâle. Les choses doivent se faire dans l'ordre, sans transgression. Ensuite seulement viendra le temps des jeux et des luttes. Le temps de s'aguerrir et de se préparer à la vie. L'occasion aussi d'inculquer aux plus jeunes le sens et la valeur des hiérarchies. Chez les babouins, tout le monde s'arrache le bébé qui vient de naître. En effet, sa présence permet d'attirer l'attention du mâle qu'on veut séduire.
ou de faire appel à la compassion d'un dominant trop agressif, en l'obligeant à dévier ses coups. Chez l'éléphant mâle, l'excitation sexuelle ne saurait passer inaperçue. Le pénis en érection pèse en moyenne 27 kg. L'animal a repéré une femelle réceptive. Il l'a reconnue à sa tête bien levée, à ses yeux grands ouverts et à sa tendance à s'écarter du groupe. L'accouplement dure rarement plus de 45 secondes. Il est parfois accompagné de gémissements ou de barrissements. Aussitôt la cérémonie achevée, la femelle s'enfuit. Mais le mâle n'a pas eu de chance. La femelle inexpérimentée n'a pas su adopter la position convenable ni retenir le pénis prisonnier dans le vagin. L'éléphant ira donc chercher plus de satisfaction ailleurs. Probablement sans succès, car le groupe compte beaucoup de jeunes femelles d'une dizaine d'années qui arrivent à peine au stade de la maturité sexuelle. La terre d'abondance qu'ont traversé les guépards de Talek était le territoire de Douma, la guéparde. Les deux mâles l'ont croisée et faite prisonnière. À sa droite et à sa gauche, il la surveille et l'empêche de s'enfuir. La guéparde n'est pas sexuellement réceptive, mais les mâles de Talek sont déterminés à la retenir, jusqu'à ce qu'elle le soit. Pour l'instant, Douma n'a pas d'autre possibilité que de mimer la soumission. Elle se roule sur le dos plusieurs fois afin d'endormir la méfiance de ses geôliers.
Mais à aucun moment la vigilance des deux mâles ne se relâche. Alors Douma tente une sortie par la force. Et échoue. Plus tard, elle tente de grignoter le terrain, adopte la posture nonchalante du badaud qui observe le paysage et avance de plus en plus. Les guépards se rapprochent, ils continuent d'encadrer Douma. Douma n'a aucune possibilité de s'enfuir. Elle se retourne, vérifie la position des guépards qui restent impassibles. Douma ne s'avoue pas vaincu. Une dernière tentative. Mais les guépards lui ôtent tout espoir. Douma simule de nouveau la soumission. Les deux mâles de Talek poussent Douma vers le fourré où elle devra rester jusqu'à ce qu'il leur plaise de la libérer. Douma est bel et bien prisonnière. Et ses deux enfants sont seuls quelque part dans la savane, sans doute à sa recherche alors qu'ils savent à peine chasser. Peu à peu, sur la peau de Ngaya, la grande girafe, les plaies et les croûtes se multiplient. Les oiseaux sur son dos ne suffisent plus à calmer les démangeaisons. Pourtant, c'est tout son corps qu'il recouvre à présent. Gaïa se comporte comme à l'accoutumée et ne se doute pas que, peut-être, sa maladie s'aggrave. Pourtant, à la commissure de ses lèvres s'écoule à présent un mince filet de bave. Gaïa la girafe et Simba la lionne survivront-elles au mal qui les ronge? Douma la guéparde parviendra-t-elle à s'évader et à retrouver ses enfants? Qui vivra et qui mourra? Une question simple. Dans cette savane d'Afrique, au cœur du mois de mai, la seule question qui vaille. Le plus précieux des apprentissages est celui du jeu. Il permet de mesurer sa force et de la confronter à celle des autres, de s'exercer à l'équilibre, de découvrir le monde et ses limites. Grâce à lui, on s'endurcit le corps et le caractère.
skies can fade away. It depends on the weather. You hold